Bonjour, je m'appelle Thiago Saped. Ma thèse porte sur le Royaume du Congo, qui a perduré en tant qu'entité politique autonome du début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le territoire de l'ancien Congo se trouve au nord de l'Angola actuel et au sud-ouest du Congo. Le royaume était politiquement centralisé autour d'un roi. Il y avait une cour royale qui s'appelait Manzakongo, qui était le siège du pouvoir du roi. Cette ville était le théâtre principal des mises en scène du pouvoir, des rituels politiques, comme le couronnement du roi par exemple. La ville était classée patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2017. C'est très intéressant à connaître. Dans l'histoire politique du Royaume du Congo, l'esclavage joue un rôle principal. Ce commerce était très complexe et risqué, générant des dégâts, des déséquilibres et des conflits pour la société congolaise. Il exigeait un important savoir-faire qui favorisait le monopole de certains groupes hautement spécialisés dans ce commerce infâme. Au Congo, la majorité de ces marchands étaient appelés localement mobiles. Ils étaient issus des sociétés voisines du Congo, au nord du fleuve Congo. Ils payaient des taxes aux chefs locaux. Le commerce d'esclaves au Congo du XVIIIe et XIXe siècle était organisé par deux stratégies principales. La première, c'était la caravane de longue distance. La deuxième, les diasporas commerçantes. Les caravanes venaient de l'intérieur du continent. Ils traversaient le territoire Congo de l'est à l'ouest, en direction des ports de commerce de la côte. Les caravaniers devaient évidemment payer des péages, des taxes aux chefs locaux et au roi pour avoir l'autorisation de passer et leur protection de ces puissants. La deuxième stratégie était celle de l'établissement des diasporas commerçantes, c'est-à-dire la stratégie par laquelle les agents de la traite vont établir des liens durables avec la société locale, vont s'établir localement, vont organiser la traite et aussi le passage de marchandises et des esclaves. Cet atroce commerce bénéficiait à l'aristocratie un large éventail de biens, d'armes, de connexions diplomatiques. Ces éléments faisaient objet par l'aristocratie d'une appropriation politique. Le roi Dom Garcia V, qui a régné durant 30 ans, entre 1803 et 1830, pendant lesquels il a échangé nombreuses lettres et correspondances avec l'administration portugaise, tant à Luanda qu'à Lisbonne. Son long règne montre quelques stratégies mises en place par le pouvoir Congo pour faire face à la menace de l'expansion portugaise. Le roi et le gouverneur portugais de l'Angola sont devenus au fil du temps deux autorités rivales qui, depuis leurs propres villes respectives, Mbanza-Congo pour le premier et Luanda pour le deuxième, se disputaient l'influence politique locale où les enjeux commerciaux, politiques, voire militaires étaient centraux. Les rois du Congo, y compris Garcia, s'imposaient comme des souverains dont seul le roi du Portugal était leurs homologues. Dans ce sens, le Mani-Congo, Garcia V et d'autres n'acceptaient pas les ingérences du gouverneur portugais et utilisaient la diplomatie, notamment par lettres, par les ambassades, etc., pour se défendre des intentions expansionnistes des Portugais. Il faut dire que la traite, à cette période-là, déportait environ 10 000 personnes par an dans les côtes du Congo. Alors ce pouvoir diplomatique et commercial du roi était assez important. Dans ses lettres, le roi du Congo demande au roi du Portugal, par exemple, l'envoi d'objets de prestige, aussi bien que l'envoi des missionnaires catholiques. Malgré ces demandes, le roi souligne toujours au monarque portugais que les rois du Congo étaient maîtres et souverains de leur propre territoire. Un autre personnage important est le prince Nicolau Abarrosado. Il est né vers 1830. Il est envoyé au Portugal en 1845 pour faire des études. Cet envoi, c'était une contrepartie d'un accord des Portugais avec le roi du Congo pour l'établissement des Portugais au port d'Ambris. C'est un des ports les plus lucratifs de la période. Le Portugais a ordonné en 1855 au gouverneur de l'Angola l'occupation militaire du port d'Ambris et l'établissement d'un gouverneur dans cette région. Nicolau est nommé secrétaire et trésorier du gouvernement d'Ambris.
Nicolas a vécu à la fois comme notable prince souverain du Congo et personnage assimilé, petit fonctionnaire de la couronne portugaise. Je crois que ce personnage métaphorise le processus de subalternisation des élites africaines par des pouvoirs coloniaux, un processus qui va s'achever avec la colonisation, la confiscation des souverainetés politiques africaines à la fin du 19e et plutôt au 20e siècle. Pendant ma recherche de doctorat, j'ai trouvé des indices de certains personnages aristocratiques du Congo qui ont été mis en esclavage, vendus, déportés pour le Brésil. Nous avons aussi des exemples d'esclaves de l'Église, par exemple, des jeunes lettrés catholiques qui servaient à la fois les missionnaires au Congo et à l'aristocratie locale, qui ont fini par être déportés ou même vendus par les missionnaires au Brésil. Malheureusement, on ne connaît pas la suite de ces histoires dans les archives angolaises et portugaises. Mes futurs projets sont de chercher de ce côté de l'Atlantique pour voir si on trouve ces personnages au Brésil et connaître la suite de leurs histoires.